interview plus yang. Voilà, c'est ça. On est parti pour une interview yang. Ok, eh ben, bonjour Christian. Bonjour Céline. Je suis ravie d'être aujourd'hui en ta présence et ravie surtout d'avoir à inverser les rôles aujourd'hui. Je suis très honorée de le faire. Merci. Et puis, je pense que la première question que j'avais envie de te poser aujourd'hui, Christian, que tu as peut-être rarement abordée sur ta propre chaîne, c'était quel est ton parcours, de te présenter en fait. Comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Quel est ton parcours? Qui tu es? Alors, oula, c'est vaste. C'est une vaste question. Qui je suis, qui sommes-nous individuellement? Je pense qu'on est beaucoup de choses en fait. Donc déjà bonjour à tous nos abonnés, ravi de vous accueillir sur la chaîne Active Zen. Donc j'ai demandé à Céline effectivement aujourd'hui de m'assister et même d'aller un peu au-delà, donc de m'interroger sur le dernier ouvrage, le dernier manuel donc produit au sein de l'association que j'ai écrit et qui s'appelle donc Accueillez votre intuition. Voilà, donc hop, un petit gros plan, Accueillez votre intuition, avec un sous-titre qui est très important, Comment quitter la survie et entrer dans sa vie. Donc la question de l'identité qui m'a été posée par Céline est une question fondamentale, dans la mesure où on se cherche beaucoup. Ce qui a été mon parcours de vie, ça fait partie d'ailleurs du premier chapitre que j'expose dans le manuel. Il est important que vous ayez un peu une idée d'où je parle, d'où je viens, comment je me suis construit, et comment finalement la première partie de mon identité, on va dire la couche externe, s'est cristallisée. On l'appelle le mental, l'ego, le conscient, toute la partie qui concerne le conditionnement, nos conditionnements familiaux, sociétaux, l'école bien sûr joue beaucoup, la religion. Donc tout ça, ça a constitué, je dirais, la partie externe, la croûte externe de mon identité. Donc dans le manuel, je pars de ce point de départ, j'évoque mon historique bien sûr personnel, mes relations au sein de ma famille, les différentes épreuves, les décès, les deuils, les conflits que j'ai dû traverser, et comment finalement cette croûte externe, cette identité, cette personnalité que je m'étais construite pour survivre, puisque tout le débat est là, m'ont permis petit à petit finalement de révéler qui j'étais profondément. Et donc j'ai envie de dire aujourd'hui, effectivement, je suis une révélation pour moi-même, et c'est comme ça tous les jours en fait. Puisque être soi, c'est se découvrir de jour en jour. Et la question, c'est comment arrive-t-on justement à se libérer de cet ego, de se libérer de ses blessures, de nos conditionnements, et comment est-ce qu'on arrive à faire craquer justement cette couche de protection? Eh bien, c'est tout ce cheminement-là que je raconte dans le manuel, et en utilisant un outil qui a été phénoménal dans ma vie, mon parcours de vie, qui s'appelle l'intuition. Absolument, absolument. Et donc, Christian, donc ce livre qui s'appelle, je le remontre à nouveau parce que il vaut quand même la peine d'être vu. Je trouve que la couverture est absolument déjà magnifique et qu'elle engage à la lecture. Donc, ce manuel qui est appelé « Accueillez votre intuition », comment t'es venue cette idée de ce manuel? Tu as écrit un certain nombre de livres déjà. Oui, c'est mon quatrième manuel. C'est ton quatrième manuel. Comment t'es venue cette idée de développer cette thématique de l'intuition? Pour la raison la plus évidente à mes yeux, c'est que j'ai longtemps tenté avec le mental, mes connaissances, j'ai eu la chance de faire des études supérieures, donc je suis quelqu'un de très rationnel au départ, même un peu scientifique, on va dire, dans la démarche. Mais j'ai constaté qu'après plus de 40 ans de vie, après un mariage, un divorce, enfin un parcours un peu chaotique, l'intelligence ou le savoir n'était pas suffisant. Il me fallait absolument utiliser une autre clé, et que cette autre clé que j'ai trouvée, c'était bien évidemment l'intuition. Alors l'intuition, c'est un domaine qui est un peu galvaudé aujourd'hui, tout le monde parle de l'intuitif, de l'intuition, et j'ai moi-même lu pas mal d'ouvrages et regardé pas mal de reportages scientifiques, psychologiques sur l'intuition, et j'ai toujours été un peu frustré. Parce que j'avais affaire à des gens qui développaient un savoir, mais j'avais le sentiment que ce n'était pas suffisamment vécu, pas suffisamment incarné. Et donc j'ai pris ma plume et je me suis dit, comment est-ce que moi, je pourrais parler de l'intuition si je devais transmettre cette clé-là? Et Dieu sait que je le fais dans mes ateliers, Dieu sait que je le fais dans l'accompagnement individuel, je parle beaucoup de l'intuition. Et le fait de le ressentir, de ressentir cet état intuitif et de le transcrire par écrit, ça n'a rien à voir, c'est très compliqué. Oui, j'imagine bien. Voilà, donc cette clé elle m'a permis de sortir de la survie, et pour pouvoir expliquer de quelle manière je l'ai utilisée, il fallait d'abord que je la définisse, et qu'ensuite j'en définisse
toutes les strates pour pouvoir donner au lecteur, bien sûr, je dirais un trousseau complet qui lui permette non seulement d'accéder à du savoir et à de la connaissance, mais aussi de peut-être faire ses propres recherches pour que chacune et chacun puisse accéder à cet état intuitif. Ouais. D'où cette première grande partie, effectivement, qui parle de ta vie, de ton parcours, Exactement. dans laquelle tu livres et tu te livres. Ah, complètement. Oui. Ce qui n'a pas dû être un exercice très Ça a évident. été une véritable On va torture. peut-être en reparler. Oui. Je suis très pudique et parler de ma vie et de mon parcours, ça a été émotionnellement très dur. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, oui. Cette mise à nu, comment tu l'as vécue? J'ai revisité le chaos de ma vie, hein, ni plus ni moins, de ma famille, de ma fratrie. Ça a été vraiment une thérapie pour le coup. Et vous verrez dans le manuel, je parle beaucoup d'autothérapie. Donc le fait de me raconter, ça a aussi été pour moi une forme d'autothérapie, même si j'ai moi-même suivi des thérapies classiques de psychanalyse et de psychologie pour me refonder moi-même. Ce manuel a vraiment été une étape importante. Donc je suis très honoré de vous le livrer. Et compte tenu de ma pudeur, ça a été vraiment long et difficile. Mais j'ai accouché de moi-même, donc maintenant il est là, donc je ne peux plus reculer. Effectivement, un accouchement, ça a été quelque chose de puissant. De toi-même, oui. Ouais. Donc bravo déjà, parce que je dois dire que pour l'avoir lu et avoir eu effectivement le grand bonheur de le lire en avant-première, la façon dont Christian se livre et livre son expérience n'est ni égotique, ni rien du tout d'ailleurs, mais c'est juste, il livre simplement ce qu'il doit livrer pour accéder à la deuxième partie, puis à la troisième partie du livre, qui sont extrêmement bien définies. Donc cette première partie, c'est son expérience de vie, pour arriver à une deuxième partie qui est une partie scientifique, ce qui est un point d'étape par rapport à où en est la science, par rapport à tous les sujets finalement qui sont liés à l'intuition. Oui. Hein, de près ou de loin. C'est la deuxième partie. Alors, elle est. En fait, je vais questionner dans cette deuxième partie ce qu'ont pu dire les plus grands penseurs, on va dire, de notre époque, et même, je remonte jusqu'à Aristote, donc ça, c'est pas d'hier que l'intuition est un sujet important. Je passe un peu par la psychanalyse, je vais voir les neuroscientifiques aussi, je m'intéresse à des penseurs tels que Descartes, pour essayer de voir un peu comment eux ont abordé le sujet de l'intuition. Et c'est là que je retrouve en fait cette dichotomie, cette incompréhension de l'intuition que l'on a dans beaucoup d'ouvrages aujourd'hui malheureusement, où l'on nous explique que l'intuition est une faculté mentale et elle nous permettrait d'accéder à d'autres niveaux d'information par le fruit de la réflexion et de l'analyse. Or, ce que j'ai pu vivre et constater au travers de l'écriture de cet ouvrage, c'est que l'intuition n'est ni une faculté mentale, ni un don, ni le résultat d'un niveau de connaissance ou de compétence particulier. L'intuition, c'est quelque chose qui se situe au-delà de la sphère du mental et de l'ego. Tout ce qui se veut être de la réflexion intensive, de l'analyse, tout ça, c'est de la sphère mentale. Tout ce qui devient intuitif est quelque chose qui s'impose à nous. L'intuition a cette particularité, c'est que c'est une forme pensée qui est parfaite, juste, qui est complète, et qui s'adapte parfaitement à la situation et à la problématique que l'on a à traverser. C'est ni le fruit d'une réflexion, ni le fruit de conseils ou autre. C'est quelque chose qui vraiment détermine comme une sorte de bifurcation sur notre chemin de vie. Et pour en avoir vécu beaucoup d'états intuitifs, je peux dire que ça a vraiment changé ma vie et c'est ce qui m'a permis de sortir de la survie justement. Absolument. Est-ce que tu dirais que c'est un état de lâcher prise pour justement être en ouverture totale et en réceptivité absolue ? Exactement. L'intuition passe par cet état de lâcher prise mentale. Alors c'est une chose de parler de lâcher prise. Hein. Moi j'ai tourné autour du pot pendant plusieurs années. Lorsqu'on me disait lâche prise, sois patient, tu auras la solution, ça va venir tout seul. Bon, pour quelqu'un de rationnel et de mental comme je l'étais, c'était juste insupportable d'entendre ça. Et en fait, donc, j'ai simplement effectivement exploré des techniques, hein, j'en parle dans le manuel, d'auto-hypnose, de méditation. Il y a d'ailleurs une quarantaine d'exercices qui vous sont proposés dans la troisième partie pour vous aider à atteindre cet état de lâcher-prise total. En fait, l'intuition commence quand le mental s'éteint. La grande difficulté, ce n'est pas d'avoir de l'intuition, on en a tout le temps.
La grande difficulté, c'est d'éteindre le bruit mental. Et ça demande vraiment un peu de temps et d'expérience et de pratique. Expérimentation. Et d'expérimentation, voilà. Donc tout l'enjeu de ce manuel, ça n'est pas de vous donner de l'intuition, mais c'est de vous permettre de l'accueillir, d'où le titre. L'intuition est quelque chose que l'on reçoit, un peu comme une grâce, qui nous est transmise d'un autre plan. Alors, je ne vais pas faire de spiritualité, je dirais à bon compte, mais cet autre plan, on peut l'appeler conscience, conscience supérieure, on peut l'appeler supraconscience, on peut l'appeler le divin, on peut l'appeler la vie, tout simplement. Mais c'est clair que ça ne vient pas de notre structure mentale, puisque même un mental, je dirais, déficient, est capable d'accéder à de l'intuition. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Absolument, et c'est en ça où ton titre est absolument très intéressant et on dit très long. Tu ne dis pas développer votre intuition. Et non, c'est impossible. Tu dis bien accueillir votre intuition. Exactement. Et c'est tout là, effectivement, le sens de tout ce livre voilà, qui est vraiment extrêmement riche. Et je voulais revenir un petit peu sur cette deuxième partie, justement. Donc, cette deuxième partie, qui est une partie un peu scientifique, qui est très dense, qui est très riche. Moi, je l'ai parcouru un petit peu rapidement, parce que je voulais avoir lu le livre avant aujourd'hui. Mais c'est une partie sur laquelle on se doit de revenir, on se doit de digérer. Voilà, je tiens vraiment à préciser que c'est une partie très riche, très dense. Et Christian soulève des points très, très, très importants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je n'apporte pas de réponse toute faite. L'idée, c'est de vous donner envie de creuser par vous-même le sujet. Alors, bien sûr, je vais évoquer des cas très particuliers chez les animaux, dans la nature. On a fait des études très poussées, scientifiquement parlant, pour essayer de comprendre comment un animal à qui on coupe la tête peut retrouver de l'information alors que cette information était censée être dans son cerveau. Donc là, vous découvrirez le cas du ver planaire, mais il y a beaucoup d'autres animaux qui ont cette faculté-là. Je parle aussi des NDE, comment des personnes qui ont subi des expériences de mort provisoire et qui ont eu un cerveau détruit, pour ainsi dire, peuvent retrouver toutes leurs compétences, leur capacité à communiquer, etc. etc. Je vais aller aussi un peu plus loin, puisque je vais m'intéresser à la physique quantique et comment la conscience ou l'information impacte les particules dans le monde subatomique. Et il est clair que ce monde subatomique nous constitue, donc ces états quantiques, nous les vivons en permanence, nous n'en sommes simplement pas conscients. Et l'intuition m'a poussé à aller chercher aussi de ce côté-là, puisque ce qui est vrai dans l'infiniment petit a forcément un écho dans l'infiniment grand. Et j'ai trouvé une filiation, donc je vous laisserai découvrir cette filiation. Elle est un peu métaphysique, hein, je m'en excuse par avance, mais il y a un petit chapitre comme ça de 4-5 pages où j'essaie de développer l'hypothèse de l'origine de toutes les manifestations. Donc c'est très ambitieux, c'est très vaste, mais en creusant cette histoire de quantique, on arrive à comprendre d'où peut émerger l'intuition si elle n'est pas présente dans notre cerveau, si elle n'est pas créée par notre cerveau, elle vient bien de quelque part. Voilà. Donc là, pour les gens qui aiment un peu le côté extraordinaire, scientifique et même science-fiction, ces 4-5 pages vont sûrement vous étonner, mais c'est fait pour ça aussi. C'est intéressant, cette structure de livre sur laquelle tu commences donc, par ton histoire de vie, puis tu arrives sur cette partie scientifique, pour finalement terminer sur cette troisième partie qui est de l'expérimentation. Oui. Donc quelque part, tu nous mets dans le mental. Oui. Au niveau de la deuxième partie, ouais, c'est pas sympa, mais on expérimente le mental et ensuite, dans cette troisième partie, on expérimente autre chose que le mental. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est une réflexion qui est tout à fait juste. Pourquoi? Dans la mesure où on ne peut accéder à l'intuition que lorsque le mental est éteint. Pour que le mental s'éteigne, on connaît 2 techniques principales. La première, c'est la focalisation. On contraint notre mental à se focaliser sur un point, sur une image, sur une pensée ou sur un mot. Donc c'est de la méditation qui ressemble à la méditation de pleine conscience, ou se focaliser de manière, je dirais, globale sur toutes les perceptions internes, externes. Donc là, on est plutôt en expansion de conscience. Ces 2 effets-là, de concentration et d'expansion, ont pour mission de saturer le mental. Et oui, si l'on veut accéder à l'intuition, il est important d'éteindre le mental. Et la technique la plus évidente aujourd'hui, c'est bien sûr la saturation mentale. Donc la deuxième partie est déjà un entraînement de saturation mentale pour vous permettre d'accéder après aux exercices qui renforcent le lâcher-prise. Et une fois que ce lâcher-prise est atteint, eh bien, vous allez voir, c'est vraiment on-off. Il y a un moment où le mental s'éteint.
Alors je sais que c'est très bizarre à dire comme ça. Je raconte aussi mon parcours de méditant, puisque j'ai médité pendant plus de 6 mois de manière très très intensive dans une église. Et je raconte un peu chaque mois, chaque étape, et les grands moments de ces étapes-là. Et ma grande surprise de découvrir un beau matin, en sortant d'une méditation très longue, que mon mental était complètement éteint. Ça signifie qu'il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus de discours intérieur, et j'étais dans une espèce de grand vide intérieur, avec le monde autour de moi, et cette espèce de soi qui flottait au milieu de ce vide. Est-ce que ça a été une prise de conscience subite? C'est-à-dire un jour tu es sorti de cette église en te disant ça y est, alors, quelque chose se passe? Alors, je ne me suis pas dit ça y est parce que je ne m'y attendais pas en fait. Okay, ouais. Ça m'est vraiment tombé dessus, Ouais. Et ça m'a même paniqué. Oui, bien sûr. Parce que pendant quelques secondes, je me suis dit mais j'ai plus de cerveau, je ne peux plus fonctionner comme avant. C'était quoi le ressenti? Ah mais un sentiment de... Je flottais, j'étais dans un vide complet. Ouais. Je percevais tout, je comprenais tout, j'étais dans tout, mais du coup j'étais plus moi. Où étais-je? Voilà, et dans cette désidentification du moi, il y avait ce sentiment de mais, qui je suis et où je suis. Ouais. Et comment je vais pouvoir continuer ma vie, parce que j'ai un fils, parce que j'ai une famille, et que j'avais des responsabilités, je devais trouver un travail à cette époque-là. Et j'ai eu ça a duré vraiment le temps d'une respiration, c'est ce que j'écris dans le manuel, ça a duré à peine 3 secondes. Et au bout de 3 secondes, j'ai reçu une intuition et ça m'a apaisé, mais avec une plénitude que j'ai jamais ressentie, quoi. Et j'ai compris que maintenant je pouvais fonctionner de manière différente. C'est ça le cadeau. C'est que vous n'allez pas développer votre intuition, vous n'allez pas la découvrir puisqu'elle existe déjà, vous allez simplement développer votre état intuitif, comme il existe un état méditatif ou un état hypnotique. L'état intuitif consiste justement à vivre majoritairement dans ce vide mental, ce que j'expérimente depuis des années maintenant, et qui vous permet d'avoir les bonnes réponses au bon moment, en fonction des situations. Et dans mon travail d'accompagnant au quotidien avec mes clients, c'est une aide extraordinaire d'avoir cet intuitif qui est là. Bon, j'écoute le discours, mon mental fonctionne un petit peu, mais pas longtemps, puis d'un seul coup je passe en mode intuitif, et là l'inconscient de la personne, ou la conscience de la personne, communique avec ma conscience ou mon inconscient, et là les informations arrivent. Est-ce que tu parlerais de résonance à ce moment-là? Alors oui, bien sûr, il y a la résonance. La résonance émotionnelle, on la connaît, c'est l'empathie, mais là on est bien au-delà de l'empathie, on est au-delà de l'altruisme, on est même au-delà de la compassion. Oui, bien sûr. Le mode intuitif est quelque chose de phénoménal dans sa précision, dans sa pureté et surtout dans son respect de l'autre. Oui. C'est-à-dire que lorsque je capte des intuitions concernant une personne ou sa thématique, il n'y a pas de révélation intime que la personne aurait du mal à accepter ou accueillir. Bien sûr, c'est juste. Exactement. Ouais. L'information qui m'est transmise par mon côté intuitif est très juste, très respectueuse et jamais intrusive. Ouais. C'est ce que j'apprécie. Ouais. C'est peut-être quand même une forme de résonance absolue, une résonance et avec l'autre, et avec le tout, et avec quelque chose. Oui, alors... C'est un état, une espèce d'état vibratoire. Voilà, certains abonnés vont tout de suite faire le lien avec la clairvoyance, la médiumnité, la télépathie peut-être. Oui. J'ai envie de dire, on est un peu dans tout ça. Oui. Oui. Voilà. On ne peut pas mettre vraiment d'étiquette sur ce processus. Non. On l'appelle intuition parce qu'il fallait bien lui donner un nom. Et ce nom-là est très très important et il est très juste en plus. Intuition, ça vient du latin scolastique. C'est donc le préfixe in, le radical tui et le suffixe sion. Donc intuition. Donc in, ça veut dire ce qui est caché. Tui, c'est le mouvement, l'énergie qui permet la révélation. Donc quelque chose nous est caché, il y a une dynamique qui se met en place et on absorbe la réponse, la juste réponse par rapport à l'information dont on a besoin. Ça me met un petit peu en... Tu l'écris à un moment de ton livre, on est dans l'alchimie en fait là. Exactement, c'est un processus alchimique, absolument. L'intuition est une sorte de processus alchimique qui va alchimiser votre mental et vous permettre d'accéder à l'or de votre soi pour quitter le plomb de votre moi. Et ça, c'est écrit et c'est comme ça que je le vis. On est dans cette structuration égotique faite de nos conditionnements et qui est nécessaire. Hein. L'ego n'est pas un ennemi, bien évidemment, c'est un compagnon de vie très utile quand on sait s'en servir et très handicapant quand c'est lui qui se sert de nous.
Donc on va alchimiser ce processus égotique, qui est donc la structure de base, et on va en faire sortir toute la lumière de ce soi. Donc intuition, sortir du néant, qui n'est pas vide, toute cette lumière, toute cette intelligence, et lui permettre d'apporter des solutions et des changements de vie pour nous-mêmes et pour les autres, faciles, spontanés, justes et efficaces. Ok, super. Très intéressant, effectivement, ce parallèle avec le processus alchimique. Ouais, c'est très lié. Ouais. Alors, on en arrive à cette troisième partie, puisque le mental a été saturé auparavant. Voilà, plus de mental. On est le mental, il a lâché. Voilà. On en arrive à cette troisième partie, donc, qui est une partie pratico-pratique, oui, où tu livres effectivement tout un tas d'exercices pratiques à faire. Qui sont, pour certains, de l'auto-hypnose, pour d'autres, de la méditation. C'est ça. Globalement, c'est ça. Moi, j'avais une petite question pour toi, Oui. Christian, auquel tu réponds dans ton livre de manière très claire, mais je trouvais ça intéressant de l'aborder aujourd'hui. Quelle est la différence pour toi entre l'auto-hypnose et la méditation? Ah oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, parce que c'est tenu comme... c'est très ténu, c'est très ténu, et j'ai envie de dire, les deux ont la même racine, puisque les deux font partie de ces états modifiés de conscience. Alors, dans le manuel, vous allez découvrir ou redécouvrir des exercices qui sont inspirés de l'auto-hypnose, mais qui sont surtout inspirés des études scientifiques qui ont été faites en neurosciences, et qui permettent justement de faire cette permutation mentale. Je vais d'ailleurs parler aussi de neurocognitivisme. Jacques Fradin a beaucoup écrit là-dessus. Je vais aussi parler des travaux de Antonio Damasio, qui parle aussi beaucoup des processus cérébraux. Donc en fait, l'idée, c'est de vous permettre d'accéder beaucoup plus rapidement que je ne l'ai fait à cette permutation mentale, qui est donc une façon imagée de dire j'éteins le mental. En fait, on ne l'éteint jamais, il est toujours présent, bien sûr, mais il passe en fond d'écran. Oui, du recul. Exactement. Donc il passe en fond d'écran, et là, cet espace que vous créez entre votre mental ordinaire et votre état d'être, eh bien, laisse de la place à l'intuition. Donc l'auto-hypnose ou l'hypnose permet cette bascule-là et crée un chemin neuronal d'état modifié de conscience très spécifique que vous allez pouvoir auto-guider. Avec la méditation, on va créer un autre espace qui est l'état méditatif, où là, au contraire de l'auto-hypnose, on ne va pas chercher à diriger vers un objet, un objectif particulier, même si dans le manuel je vous donne des objectifs d'entraînement. In fine, je dirais, le but, c'est que vous soyez en état d'accueil. D'où le titre « Accueillez votre intuition ». Donc, l'auto-hypnose vous permet de saturer, focaliser le mental, d'avoir un bon entraînement comme un sportif pour pouvoir vous en libérer. Une fois que la permutation est faite, vous entrez dans cet état méditatif de lâcher prise. Et enfin, troisième niveau, l'accueil. Et là, votre moi disparaît, votre soi perdure encore un peu, mais pas tout à fait. Et lorsque votre soi, votre conscience ou la perception de votre conscience se dissout, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, vous êtes vraiment baigné dans cet état de supraconscience qui est le royaume de l'intuition. Donc notre soi, notre conscience est par nature intuitive, elle n'est pas mentale. Le mental n'est que, je dirais, l'échantillon dégradé de cette conscience omnipotente et omniprésente. Voilà, donc les exercices vous amènent à cette permutation mentale étape par étape. Donc je vous dis, il y a une quarantaine d'exercices et 21 jours de méditation, voilà, pour vous guider, je dirais, de manière très très progressive, avec des petits jeux de rôle que je vous propose de faire, des petites questions un peu gênantes, bon, un peu perturbantes, mais qui peuvent vous aider justement à progresser. Et oui, à travailler sur vos buts, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Pourquoi 21 jours, Christian? Pourquoi pas? Ça aurait pu être 30 jours, 15 jours. Est-ce qu'il y a une raison d'être ou... Non, on parle beaucoup de 21 jours. Oui, c'est le temps moyen qu'on estime être nécessaire pour créer ce qu'on appelle une habitude sur le plan neuronal, sachant qu'il y a des gens qui vont créer une habitude en une semaine et d'autres en 30, 40 jours. Donc on est sur une moyenne, voilà, vraiment très théorique. On dit aussi que c'est le temps de la mitose cellulaire. Donc, voilà. Ce que j'ai entendu aussi, effectivement. Oui. J'ai beaucoup lu sur ces 21 jours. C'est un repère qui est devenu, je dirais, presque une vérité, même si ça n'en est pas une. Donc je l'utilise comme repère pour que les gens puissent s'appuyer dessus. D'accord. Ok, donc un livre très très riche, vous l'aurez compris. 260 pages, oui. Très bien structuré, avec vraiment tout ce qu'il faut pour accéder à
voilà, cette libération quelque part. Hein. C'est le but, absolument. Est-ce que tu appellerais ça aussi une libération quelque Alors, part, c'est une libération dans la mesure où effectivement on se libère d'une dépendance. Ouais. Alors, les dépendances, elles sont de toute nature, hein, vous les connaissez, mais c'est surtout une dépendance de routine mentale. Rappelez-vous, 80% de nos pensées sont répétitives. Et c'est tellement évident pour nous qu'on ne s'en rend même pas compte. Ouais. Donc on se lève le matin et 80% de nos pensées, sur les 60 000 que l'on a à peu près par jour, vont se répéter. Donc l'enjeu de ce travail, c'est d'essayer de gagner un peu de terrain sur ces 80% de pensées répétitives. Et comme le disait Bouddha, je vous rappelle que vos pensées font votre vie. Oui, Donc, absolument. donc gagner 10% sur ces pensées répétitives, c'est 10% de vie en plus, de vie nouvelle, de relations nouvelles et d'expérimentation nouvelle. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Ça me fait penser à une phrase que tu as écrite, je crois, dans l'introduction, où tu mets « on ne peut vivre que ce que l'on est ». Eh oui. Et je trouve que cette phrase est évidemment très riche et très intéressante, et j'avais envie que tu nous en parles un petit peu. Alors, c'est une phrase à double entrée. On ne peut vivre que ce que l'on est signifie qu'on passe notre vie à se projeter de manière consciente et inconsciente et à vivre dans nos projections, qui ne sont que des illusions. Donc dans le manuel, effectivement, je parle de notre rapport au réel. Les neurosciences aident beaucoup à comprendre aujourd'hui le fait que la réalité, nous n'y accéderons jamais en fait. Donc nous accédons à nos projections, et l'on ne peut vivre ce que l'on est, signifie que nous sommes, entre guillemets, enfermés dans cette espèce de destinée projetée. C'est une phrase à double entrée qui veut dire aussi que si nous changeons nos projections et notre état d'être profond, celle-ci évoluant, eh bien nous échappons à cette destinée préétablie. Oui. D'où la libération. Oui. Donc on ne peut vivre ce que l'on est, mais ce que l'on est évolutif, en permanence. La question est de savoir comment allez-vous alimenter votre état d'être. Est-ce que vous allez l'alimenter par vos peurs, vos conditionnements, votre mental limité, ou est-ce que vous allez l'alimenter par votre état intuitif qui ouvre le champ des possibles et vous donne accès à des solutions extraordinaires, nouvelles, performantes et parfaitement écologiques, c'est-à-dire parfaitement adaptées à votre quête du bonheur. Donc cette quête de sens, cette quête de bonheur, elle est accessible par l'état intuitif, pas par le mental. Le mental nous donne accès au plaisir, à la joie et aux déceptions et aux frustrations qui vont avec. Est-ce que ça veut dire quelque part qu'on ne peut vivre que ce que l'on décide d'être? Alors si on le décide, c'est du mental. C'est du mental, oui. Donc ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas. L'état d'être, c'est un état de résonance. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas un désir, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un masque que l'on porte. Pas du tout. L'état d'être, c'est une résonance. Et tout l'enjeu de ce manuel, c'est de vous aider à basculer du mental vers votre cerveau principal, qui est le cœur, et faire en sorte que le cœur soit la synthèse de votre cerveau émotionnel, le ventre, votre cerveau analytique, et ce cerveau intuitif, c'est votre cœur. Le jour où vous basculez au niveau du cœur, vous êtes. Et en fonction de la manière dont vibre votre cœur, vous vivez dans sa vibration. Et votre cœur est juste. C'est lui qui capte les intuitions, pas votre cerveau. Ensuite, il décide de les transmettre à votre cerveau ou pas. Et oui, 40 000 neurones dans le cœur. Oui. Intéressant. Alors, Christian, qu'est-ce que les gens peuvent attendre finalement de ce manuel? De alors, j'ai envie de dire, offrez-vous un voyage. N'ayez pas d'attente spécifique. Ce manuel, c'est un trousseau de clés que j'ai construit, comme souvent dans les manuels. Il y a des clés visibles et des clés invisibles. Les clés invisibles, vous y accéderez quand votre intuition sera installée, votre état intuitif. Donc, il faudra peut-être le relire une fois, 2 fois, 3 fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, vous aurez de nouvelles clés qui vous seront transmises par ce manuel, parce que je l'ai construit comme ça, en arborescence. Donc, offrez-vous un beau voyage pour 23 €, je pense que c'est raisonnable. Et ce voyage va durer de longues années. Et je vous inviterai à le relire dans quelques années, justement, pour lire ce que vous aviez noté à l'époque et voir de quelle manière, ressentir de quelle manière une part de vous a muté, s'est alchimisé, et comment ce manuel est un compagnon de route, un guide aussi, et comment vous-même vous l'avez nourri par vos propres projections et comment vous l'avez intégré par votre propre, je dirais, résonance. Puisque ce manuel va entrer en résonance forcément avec votre cœur, et j'espère qu'il vous apportera ce qu'il m'a apporté, c'est-à-dire vraiment cette ouverture extraordinaire qui fait que la vie est un chemin d'apprentissage extraordinaire pour moi aujourd'hui. Donc ce livre est multidimensionnel et la couverture l'illustre parfaitement bien. Oui, il y a une fleur de vie. Par cette fleur de vie. Oui, j'ai demandé justement à Anne, qui a eu la gentillesse de me faire cette couverture magnifique, d'intégrer
la fleur de vie au niveau du cerveau, puisque là on a le mental analytique et on a le mental la conscience intuitive extraneuronale, pour paraphraser Jean-Jacques Charbonnier. Oui. Et je voulais que les deux soient connectés, puisque si nous avons de l'intuition, c'est que notre mental a accès à l'intuitif. Donc les deux fonctionnent ensemble et c'est un beau couple, yin-yang, qui est très performant. Alors, pardon, pourquoi le choix de ce violet? Ah, la couleur, C'est quoi on va cette terminer couleur? sur cette couleur. Ouais. Alors bien sûr, le violet est une couleur que j'affectionne particulièrement, puisque c'est la vibration du chakra coronal. Pour les personnes qui aiment la spiritualité, vous verrez que dans ce manuel, il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup je dirais, de messages que j'ai reçus par intuition, que j'ai installés dans ce manuel, et c'est pour ça que la couleur est violette, parce que c'est aussi un ouvrage, je dirais, à vocation spirituelle, même si le mot spiritualité veut dire beaucoup de choses, pas religieux du tout, je vous rassure, ni dogmatique, ce sont juste des clés spirituelles, voilà, libre à vous de les accueillir ou pas, mais elles y sont, voilà, si ça vous intéresse. Alors, dernière petite chose avant de conclure, Oui. et te demander si tu as d'autres choses à rajouter. Oui. Je voulais souligner le sous-titre en fait Oui. de ce manuel, Comment quitter la survie et entrer dans sa vie. Oui. Ça aussi. Oui, c'est un sous-titre auquel je tenais beaucoup, Ouais. pour une raison très simple, c'est que on passe beaucoup de notre temps en mode survie. Ça veut dire quoi? Simplement, on est dans la survie quand on n'est pas heureux. C'est un indicateur très simple. Et je mets de côté la joie, les plaisirs, l'argent, la réussite sociale. Tout ça, pour moi, c'est de l'ego, intéressant, utile, mais ça ne me donne pas accès à cette sensation de bonheur intérieur. Donc, la survie, c'est tout ce qui nous différencie de notre chemin de vie. Le chemin de vie, entre notre chemin de vie et la vie que l'on a, si l'on sent qu'il y a une distance, on est en mode survie. Et comment sait-on qu'on est en mode survie? Simplement, dans notre vie, dans notre survie, il y a de la souffrance. Et la souffrance, c'est cet indicateur que nous ne sommes pas dans notre vie. La vie, c'est se réaliser, c'est vibrer dans cette sensation d'être juste, d'avoir les relations justes, au bon moment, accueillir les cadeaux que la vie nous fait en permanence, sans les juger, sans les rejeter, sans juger les autres, sans se juger soi-même aussi. Ça, c'est très important. On s'accueille comme on accueille les autres. Être heureux, c'est ça. Alors ensuite, la quête du bonheur, pour moi, était un levier très important dans ma survie, puisque c'était mon illusion qui m'a aidé à sortir de la survie. Ensuite, je dirais, quand on sort de la survie, le bonheur n'est plus une question. Ouais. On ne se pose plus la question. Absolument plus. Ouais. C'est vraiment le bonheur, la quête du bonheur, la quête de sens, ce sont des questions de survivants. Ouais. Quand on est dans sa vie, on n'a plus ces questions-là. Le bonheur, ça n'a plus aucun sens. Le sens n'a plus de sens non plus. On est au-delà de ça. On vit simplement. Ouais. Et ça, c'est On n'est plus en le cadeau. réaction. Qu'est-ce que tu dis? On n'est plus en réaction, on n'est plus en attente, on n'est plus dans tout ça. Ouais. Voilà, on est dans cette dynamique. Ok. Et ce qui est important, c'est de vivre cette dynamique. Voilà. Et on Super. l'a tous. Super conclusion. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Christian, par rapport à... Merci de t'être prêté au jeu. Je sais que c'est pas simple d'interviewer pour l'avoir fait suffisamment longtemps. Oui, non, c'est effectivement pas simple et en même temps, j'étais très heureuse de le faire parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé, alors encore une fois, pour l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé ce manuel et j'avais très envie de pouvoir le faire partager. Voilà. Merci. Donc je vous encourage vivement, vivement, vivement à vous le procurer rapidement ou pas d'ailleurs. Alors il Mais est à vous le disponible. procurer, voilà. Voilà, il est disponible sur notre site activezen.eu. Vous l'avez sur Amazon aussi, amazon.fr. Ouais. Donc, écoutez, j'espère qu'il vous apportera tout ce que la vie m'apporte aujourd'hui. Et si bien sûr il y a des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail, les commentaires aussi sur la vidéo. Alors, les techniques qui vous sont proposées sont des techniques d'autothérapie que j'utilise dans mes ateliers, bien sûr, au sein de l'association Active Zen, et que j'utilise aussi en accompagnement, méditation, hypnose, de manière individuelle avec mes clients. Oui. Voilà. Donc, merci Céline. Je t'en prie, Christian, je te remercie Merci de ce pour moment tout ce très partage. intéressant, de ce livre très intéressant, et vraiment Merci. j'encourage chacun d'entre vous à prendre le temps d'acheter ce livre et de le lire, et de l'avoir et de le garder, de le relire. Voilà. Merci de Très, nous très avoir belle suivis, journée. merci de nous suivre aussi, merci aux abonnés. Et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous, et ça nous aidera aussi en tant qu'association à faire plein de petits projets pour que les gens puissent connaître
tous ces moyens subtils de sortir de la survie pour rentrer enfin dans votre vie. Merci à vous. Très belle journée à vous tous. Voilà, plein de bonnes choses pour cette belle année. Merci.